Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre ce soir pour un live qui va être exceptionnel parce que nous avons deux invités de marque. Donc, ce live va tourner autour d'une analyse des 24 heures du Mans. On va avoir aussi une partie sur le GT World que Jeff va driver de son côté. Et bien sûr, donc, je vous ai dit deux invités de prestige. Nous allons avoir Monsieur Laurent Frédéric Bollet, dit LFB. Bonsoir Laurent Frédéric. Salut Alban, salut à tous. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver, les amis. Voilà. Nous allons voir Guillaume Lafay. Guillaume, Salut. qui a été sur des deux plus grosses courses que nous allons débriefer avec vous. Et nous avons Jeff qui va qui va nous faire la partie GT Endurance. Bonsoir à tous et puis merci d'être présents et n'hésitez pas à partager ce petit live. Voilà. Donc voilà, donc, messieurs, on va parler d'une épreuve qui s'est disputée le mois dernier, les 24 heures du Mans. On va commencer par Laurent Frédéric. Quel est ton ressenti sur cette épreuve? Qu'est-ce que tu peux nous donner ton analyse sur la course en elle-même et s'il y a quelque chose qui t'a alerté en disant bah, il y a ça et ça qui m'ont interloqué en bien ou en mal. Donc, D'accord, écoute. On te laisse carte blanche. À toi. Oui. Ok, bon, je démarre, d'accord, à ta sympathique invitation, Alban, il n'y a pas de problème. Bon, déjà, comme tout le monde, je me suis réjoui que ces 24 heures du Mans existent et aient eu lieu en 2021 comme elles ont bien eu lieu en 2020, mais on sait bien qu'en cette période actuelle, on a pu peut-être frémir un petit peu jusqu'au dernier moment, puisque maintenant on se rend compte qu'au mois d'août, on a vraiment revécu une nouvelle vague et effectivement, c'était peut-être pas la période la plus géniale finalement pour Le Mans et que ça aurait peut-être été plus tranquille si ça avait été comme l'an dernier au mois de septembre. Bon, enfin, fin de la parenthèse, il y a eu 50 000 personnes, ça a fait du bien à tout le monde. On a retrouvé quand même un semblant d'ambiance, d'affluence normale. Bon, voilà, les apparences étaient sauves et le mythe, pour employer un mot qu'on ne peut qu'employer par rapport au Mans, le mythe existe toujours, perdure, et donc la 89e édition des 24 heures du Mans a bien eu lieu. Maintenant, puisqu'on est entre nous les amis, mais que beaucoup nous écoutent, mais qu'on se dit les choses franchement, je ne peux pas considérer autre chose actuellement que comme des années de transition que nous sommes en train de vivre. Je ne peux pas considérer que les 24 heures du Mans l'an dernier et cette année fassent partie des plus grandes éditions qu'on ait jamais connues. C'est pas vrai. Toyota est un petit peu seul au monde quand même. Il n'y avait que 5 hypercars. Alors évidemment, nous avons le début de l'ère hypercar. Ça, c'est historique en quelque sorte. Mais le fait est que nous n'avons que 5 voitures qui se battent théoriquement pour la victoire et que qu'on le veuille ou non, il y a un aspect casting quand même, chaque fois au Mans. Bon, donc sur le papier pur, je ne me satisfais pas complètement de ne voir que 2 Toyota, 2 Glickenhaus qui sont 2 voitures outsiders et une Alpine. Évidemment, tout cela a été assez vite contrecarré, dans le bon sens du terme, par le fait que 3 questions se posaient instantanément. Donc c'est pour ça que la magie du Mans existe toujours et que même si je vous ai émis une petite réserve là par rapport à l'édition en elle-même, évidemment que j'ai rien raté, que j'ai tout regardé parce que ça fonctionne toujours. Donc les 3 questions étaient la suivante. Vous avez compris que je focalise pour l'instant sur la catégorie hypercar. D'une part, qu'est-ce qu'allait donner cette première concernant les hypercars? Et question corollaire, est-ce que les Toyota, en vertu d'une ancienne malédiction, allaient tenir? Puisque c'est toujours un petit peu la question qu'on se pose concernant cette grande marque. Deuxième question, est-ce que Glickenhaus était là pour faire en quelque sorte de la figuration, voire de l'esbrouf? Ou est-ce qu'au contraire, c'était bien plus solide qu'on croyait et qu'effectivement ce programme est vraiment un super programme avec un personnage hors norme et avec effectivement des ambitions beaucoup plus marquées qu'on croyait, et pas seulement pour du folklore. Et ça, Guillaume, je n'en doute pas, va nous en parler bientôt. Et puis troisième question, là il y avait une fibre, et ça c'est très bien, un peu sentimentalo-nationaliste, nous Français qui étaient là, à savoir effectivement, est-ce qu'Alpine ne pouvait pas faire un coup fumant et ne pouvait pas effectivement, pourquoi pas, aller titiller Toyota et pourquoi pas aller faire un coup extraordinaire, historique, etc. Bon, finalement, on a peut-être été un peu déçus parce que tout a été finalement assez logique, je trouve. Toyota a bien gagné, même si
Je crois qu'on n'a pas soupçonné sur le moment à quel point ils ont souffert par rapport à leurs problèmes. Ça, je crois qu'on s'en est rendu compte après par quelques témoignages quand Buemi raconte que les manœuvres qu'il devait faire pour tenir la mécanique, on va dire, en marche. On se dit, ah ouais, là, il y a dû y avoir stress quand même. Donc Toyota gagne, peut-être dans la douleur, mais Toyota gagne, c'est normal. Glickenhaus, effectivement, ça n'était pas qu'une façade et nous fait une super histoire. Bravo à eux, on va sans doute détailler tout cela. Et Alpine, pour le coup, c'est super. Évidemment, podium, génial, mais en même temps, il y a peut-être une petite déception quand même, parce qu'il aurait peut-être pu y avoir une place supplémentaire où on pouvait se glisser par rapport à des faits de course qu'on espérait peut-être un petit peu plus délicats. Donc, pour conclure, ma première réaction comme ça à chaud, année de transition, donc, ne disons pas que ça a été une édition géniale, non, ça n'a pas été le cas, mais en même temps, on est picousé au Mans, donc évidemment qu'on vibre toujours, et il y a quand même eu donc des moments assez intéressants et qui n'étaient pas forcément attendus. Donc rien que pour ça, c'était très bien. Ouais, alors moi, je te rejoins tout à fait, Laurent. Sauf que maintenant, il y a de l'eau qui est passée sous le pont depuis la course. On a appris par le biais de M. Glickenhaus que Guillaume a côtoyé que la BOP était favorable pour Toyota. Donc du coup, est-ce qu'on peut remettre cette victoire de Toyota en gagnant sur le papier à la normale, ou est-ce que la BOP, quelque part, a un petit peu favorisé Toyota en tant que grand constructeur mondial? Est-ce qu'on peut se dire ça? Est-ce qu'on peut dire ça, LFB? Non, mais cette BOP, là, cette question épineuse qui revient quand même chaque année, nous savons très bien, entre nous, les amis, les spécialistes, les observateurs, nous savons très bien que si Toyota continue en endurance, c'est certainement par rapport à effectivement à un programme qu'ils veulent bien faire et une exposition mondiale, des réussites sportives, qui se caractérise par une présence et peut-être des répercussions industrielles, admettons que ce soit le cas. Bon, ok, mais nous savons tous que ils ont un petit régime de faveur qui veut qu'effectivement au Mans, ils sont un peu privilégiés ou aidés, effectivement. Donc, ça a été manifestement négocié avec l'ACO il y a quelque temps. Ils ont des moyens que les autres n'ont pas. Donc, Alban, je ne suis pas en train de te dire qu'il y a un complot pour que Toyota gagne absolument et forcément, non. Je ne parle pas de complot. Oui, ou d'arrangement entre amis qui fait que, sûr, voilà. Mais qui me semble de toute façon, s'il y a entente entre ACO et Toyota, il est franchement moins évident qu'à l'époque Audi, où les connexions, où les connexions là, ACO Audi étaient franchement flagrantes. Mais je ne dis pas non plus que c'était victoire arrangée non plus. Bon, mais voilà, on voyait bien qu'il y avait une convergence d'intérêts. Bon, là, que Toyota participe aux 24 heures du Mans, que Toyota s'engage, que Toyota garantisse sa présence dans le WEC, c'est très important pour l'ACO. Donc, effectivement, on avait bien compris depuis quelque temps qu'il y avait quand même il y a eu toujours des négos. Allez, je vais quand même dire ça pour que Toyota soit quand même entre la consommation, entre la BOP, effectivement, entre certains réglages, soit un petit peu favorisé. Maintenant, c'était quand même les débuts de l'hypercar. Et quand on dit maintenant vous allez rouler à 3,30 et plus à 3,15 ou 3,17, c'est peut-être plus la même chose. Et je crois que Toyota, là, quand bien même une BOP était favorable et qu'elle le sera encore l'année prochaine, il fallait se lancer, il fallait réussir son coup. Or, ça n'a pas été si facile que ça. Donc, écoute, je peux pas m'offusquer de savoir que, en tant que grand constructeur, Toyota est un petit peu peut-être un petit peu aidé entre guillemets par rapport à des outsiders, parce que ça a toujours été comme ça pour moi au Mans, quoi. Non, mais Laurent Frédéric, juste rappeler, excuse-moi, Alban, mais est-ce que les 4 roues motrices et les systèmes hybrides, même si c'est une nouvelle voiture, moi, en tant qu'observateur, juste j'ai un truc à dire, c'est que je pense que Toyota n'a pas forcément besoin d'arrangement pour gagner. Je pense que la technologie qu'ils ont et la voiture qu'ils ont par rapport aux autres, je viens de le dire, le système hybride et les 4 roues motrices, c'est quand même un sérieux avantage, et tant mieux pour eux, parce qu'ils mettent l'argent, ils mettent les ingénieurs, la recherche au profit de cette voiture.
Voilà, donc je pense qu'ils n'ont pas forcément besoin de ça. Donc je pense pas qu'il y ait, entre guillemets, beaucoup d'arrangements. Parce que par rapport à Glickenhaus, qui a une nouvelle voiture, et une Alpine qui clairement est en dessous au niveau performance, faut le dire, faut dire la vérité. Je pense que Guillaume peut réagir aussi. Il a vu les temps mieux que moi, peut-être plus. Enfin, Guillaume, tu as dû voir les temps peut-être plus en détail que moi. Et je pense que Toyota n'a pas besoin de ça, à mon sens. C'est mon avis. Non. Ce qu'il faut voir, les grands gagnants, c'est la fiabilité. Toyota n'avait pas la fiabilité à Monza. Et ensuite, quand on regarde la liste des arrêts au stand, Toyota a minimum 3-4 arrêts de plus qu'Alpine et Glickenhaus. Et normalement, c'était Alpine qui devait ravitailler le plus souvent à la pompe. Oui. Ouais. Mais non, mais c'est bien parce qu'ils ont été affectés par des problèmes et qu'effectivement, on a vu quelques fois la voiture rentrer au stand au bout de 4-5 tours, pas plus, chez Toyota. Oui, on est bien d'accord. Ça, c'était pas prévu, tout à fait. Mais Glickenhaus ne peut pas se targuer par rapport à eux d'avoir une super fiabilité aussi, parce que la voiture, elle est nouvelle et que même si elle me paraît fiable et ils ont fait ce qu'il fallait, Glickenhaus, ils sont un peu dans la même situation que Toyota, c'est-à-dire que c'est une voiture neuve aussi, nouvelle. Donc, vous voyez ce que je veux dire? On t'entend de loin. Oui, pas très fort, Guillaume. Oui, vas-y. Est-ce que vous m'entendez mieux là, c'est mieux. Oui. Vas-y. Ah, ouais. Bon, je vais continuer comme ça alors. Ouais, donc je disais, donc effectivement, tu parlais de la fiabilité et LFB, tu parlais aussi de Toyota qui a vécu une course un peu plus compliquée que ce qui est apparu. Il faut savoir que chez Glickenhaus, c'était un petit peu pareil aussi. Hein. Si on regarde un peu le nombre de tours faits par relais et le nombre d'arrêts au total, il y a quand même eu des arrêts qui étaient non prévus, on va dire, un peu plus longs que dans l'idéal, parce qu'il y a quand même eu des soucis techniques qui ont un peu émaillé la course et qui font que, oui, effectivement, on a l'impression que c'est une course qui a été plutôt lisse, mais dans les faits, non, ça a été beaucoup plus chaotique. Après, quand on parle de BOP, alors je me permets juste de titiller parce qu'il y a quand même pas mal de spécialistes, mais en hypercar, on parle d'EOT, d'équivalence de technologie, plus que de la BOP, parce que là, on va jouer vraiment, on joue pas que sur une capacité de réservoir et une bride d'admission comme on peut le faire dans les GT. On va jouer vraiment sur les différences de technologie et essayer d'équilibrer au maximum en fonction de tous les paramètres qui sont en jeu. Et je pense que très clairement, plus que de chercher des petits arrangements, comme ça a mis du temps en GT, il va falloir un petit peu de temps pour maîtriser toutes les technologies, pour savoir un petit peu quels sont les avantages et les inconvénients de chacune, pour pouvoir équilibrer tout ça. Aujourd'hui, Jeff, tu parlais des 4 roues motrices de Toyota. Il faut savoir que c'est plus du tout le même système de 4 roues motrices qu'avant. Ils les ont toujours. Oui, ils les ont toujours, mais par contre, aujourd'hui, elles ne peuvent plus être activées en dessous de 120 km/h, je crois. Tout à fait. Donc, sous la pluie, en sortie de virage ou autre, ça n'a plus du tout la même influence que ça pouvait l'avoir par le passé. Donc, c'est tout ça qu'il faut arriver, et la CO va le faire, et j'espère le faire très bien d'ici 2023. Essayer d'équilibrer tout ça au mieux pour justement que tout le monde puisse avoir sa chance. Mais bon, il ne faut pas non plus que ce soit une compétition au rabais et un peu comme on le voit en GT où les Aston Martin, elles ont tendance à jamais faire le développement qu'il faut et pourtant elles gagnent un paquet de courses parce que elles arrivent à être nivelées en termes de performance par rapport aux autres, quoi. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage dans ce type de politique, on va dire. Et surtout aussi, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a cristallisé et stigmatisé sur l'hypercar, mais tout le monde pensait que l'INP2 allait aussi créer la surprise, parce qu'il y avait le gros quid de la fiabilité sur ces voitures. Oui, tout à fait. Alors, je félicite Guillaume pour son expertise, effectivement, d'ingénieur, et c'est pour ça que nous l'apprécions tous, effectivement. Bon, c'est vrai qu'Alban, j'avais réagi par rapport à ce terme générique de BOP, même si, effectivement, on sait que c'est EOT, bon, la vraie dénomination. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, à partir du moment où on imposait une sorte de temps autour moyen et à atteindre de 3,30 et qu'on s'est aperçu que Kobayashi, toujours lui, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, petite parenthèse au passage, et je crois que tout le monde, parce que je t'ai commenté le résultat de la course, mais on n'a pas dit que donc nos amis Konoe, Kobayashi, Lopez ont gagné, et je crois que ça a fait plaisir à tout le monde cette victoire.
et que sur les 4 dernières années, puisque Toyota en est quand même à 4 victoires consécutives, et intègre finalement maintenant un groupe de grandes marques qui ont gagné au moins 4 fois consécutivement, et on commence à se demander si effectivement c'est pas aussi une nouvelle ère qui est en train de s'écrire en direct sous nos yeux au Mans, avec Toyota cette fois-ci dans le rôle de l'ogre qui rafle tout sur son passage. Fin de la parenthèse. Bon, et on voit que Kobayashi tourne en 3,23. Hein, c'est bien, je me trompe pas, c'est bien le meilleur temps qu'il a réussi à faire sur un tour, et peut-être même c'est le temps de la pole d'ailleurs. Il faudrait que je vérifie. Vous savez peut-être ça mieux que moi. Bon, bref. Donc ça pour dire qu'il y a quand même plein d'ajustements à trouver, mais effectivement, dans les paris que nous faisions tous dans notre petit milieu, avec 5 voitures hypercars, dont 2 américaines qui débarquent sans vraiment avoir beaucoup de vécu avant, et avec 2 voitures d'une marque japonaise, certes, qui en était à 3 victoires consécutives, mais qui a toujours dans le passé eu des petits soucis et nous a toujours offert de sacrés rebondissements. Eh bien, il n'était pas dit, bien au contraire, qu'une P2 ne nous refasse pas le coup de Jackie Chan Racing il y a 3 ans, et qu'effectivement, on ait une P2 sur le podium, déjà au moins au général. Et puis, pourquoi pas, dans un rêve absolu, imaginer un fait de course incroyable qui fait que même une P2 pouvait viser la victoire. Et là, je crois qu'effectivement, nos amis en P2, effectivement, ont été un peu déçus. Même si, bon, voilà, ils sont à leur course aussi, et bon, faut pas exagérer non plus. Mais enfin, c'est vrai qu'il y avait peut-être de quoi espérer un petit peu mieux pour celle qui arriverait en tête de la catégorie et qui n'est pas donc dans le top 5 au classement général. Après, ce qu'il faut voir, c'est que les hypercars, on nous a tellement vendus qu'on a une grosse attente sur cette catégorie. Et il ne faut pas oublier que ce sont des voitures qui sont nées durant l'hiver, même après l'hiver pour Glickenhaus. On ne peut pas leur demander tout de suite d'être performantes par rapport à un début de saison où, comme on a vu sur les années antérieures, à chaque début de saison du nouvel ère, les voitures sont un petit peu, je ne peux pas employer le terme décevantes, sont peut-être un peu plus en décalage de ce qu'on attendait nous pour le spectacle. Non, et puis surtout, il faut voir que pour le moment, en hypercar, on n'en a qu'une. On n'a que la Toyota. Qui est présente, et il faut voir ce que ça va donner avec d'autres autos, parce que la Glickenhaus, certes, c'est une hypercar, mais qui est vraiment toute neuve, avec une équipe qui se monte de toutes pièces, qui est même montée de plusieurs équipes. Donc c'est très compliqué. La bagarre, elle va arriver, ça c'est certain, mais il faut que ça se mette en place petit à petit. Tous les protocoles Covid et autres aussi ont très fortement impacté. Et on le voit dans l'industrie de manière générale, tout ce qui va être déjà les approvisionnements de pièces, les développements, les essais. Je vous laisse imaginer comme c'est compliqué maintenant de déployer une équipe de test sur un circuit quel qu'il soit. Donc, on va plus faire des tests à l'autre bout de l'Europe parce que le circuit est intéressant pour tel ou tel aspect technique. On va faire les tests au plus proche du camp de base, et puis on s'adapte avec ça. Donc c'est ça aussi qui fait que ça a pris un peu de retard, je pense, dans tous les projets de manière globale. Et la Toyota est la seule hybride par rapport aux 2 autres aussi. Donc il y a aussi une différence encore au point de vue motorisation, et on sait ce qu'il en joue avec sur la tenue de route et tout ce qui va avec. En tout cas, mes amis, je crois quand même que nous sommes beaucoup à souhaiter que Peugeot soit bien au départ des 24 heures du Mans en 2022 et vienne au moins, comment dirais-je, agrémenter une affiche générale. Parce que si j'imagine que Peugeot n'est pas prêt et ne pourra pas être au Mans et se réserve pour cette grande année 2023 qui se profile à l'horizon et qui effectivement semble devoir être quelque chose de génial en perspective. Donc on aurait quasiment la même affiche l'an prochain, on est d'accord? Absolument. Oui. Personne d'autre n'a annoncé sa présence en 2022, à part Peugeot éventuellement. À part Peugeot, ouais. Et encore, je rebondis sur ce que tu dis, Laurent-Frédéric. En lisant le directeur sportif de Peugeot, il avait bien mis que Le Mans n'était pas non plus dans les projets à 100%. Il voulait arriver qu'une voiture fiable, prête à gagner. Pas à 100%, mais de ce qu'il s'est dit pendant la semaine du Mans, et pour en avoir discuté avec quelques personnes qui avaient un blouson Peugeot Sport, c'est clairement l'objectif. C'est clairement l'objectif d'être présent en 2022, de se faire une première expérience parce qu'ils ont compris que de toute façon,
et ils sont bien placés pour le savoir, qu'il n'y a rien qui remplace une expérience de 24 heures. Et après avoir vu, je pense, ce qu'a fait justement Glickenhaus cette année, il n'y a pas de raison pour qu'il ne soit pas au départ en 2022. Et pour les 24 heures, je pense que c'est essentiel qu'il soit présent aussi. Voilà, oui, ça, je crois qu'effectivement, on sera tous d'accord. Tu as raison de le rappeler, pour effectivement l'expérience, pour le sel de la compétition, pour s'aguerrir, ça c'est sûr. Et puis l'affiche, ça compte. Il y a des retombées marketing, il y a des retombées d'image, il y a des retombées d'engagement sportif, d'adhésion populaire. Enfin, voilà, je suis peut-être un peu idéaliste, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est là aussi. Et personne ne demandera à Peugeot de gagner en plus, honnêtement. Juste d'être présent sur la ligne. Oui, voilà. Donc il faut absolument vraiment là, que Peugeot soit au départ du Mans, parce que sinon là, je vous ai parlé d'années de transition. Je persiste à penser que c'est vraiment la bonne appellation. Mais bon, l'année prochaine, oui, en attendant 2023, ça m'embêterait un petit peu qu'il n'y ait aucun changement par rapport à cette année. On va dire ça comme ça au niveau des représentants, quoi. Si, il y a Adrien BCT qui nous a. C'est vrai que dans la semaine, c'est passé. Il y aurait Bicoles qui serait de retour. Bicoles. Bicoles. Tout à fait. Alors, Bicoles. Alors, Guillaume, toi, je vais te poser la question. Je veux pas mettre à votre place, les amis, pour. Vas-y. Bon. Si on avait été méchant, et on l'a été parfois un petit peu avant les 24 heures du Mans, on a pu, moi le premier, allez, on a pu redouter que Glickenhaus soit une nouvelle Bicoles. Bon, alors Bicoles, bravo au docteur Coles, parce que vous savez qu'il est dentiste, je crois, de formation, qui a toujours réussi à s'engager dans beaucoup de programmes, mais enfin, on est d'accord que ça ne voit pas souvent l'arrivée. Bon, et que parfois, on est un petit peu sceptique, on va dire ça, sur l'organisation générale de cette équipe, et qu'on se dit, non, ça n'est là, pour le coup, ça n'est qu'une façade. Toi, Guillaume, de l'intérieur, et est-ce que tu confirmes ce que tout le monde, finalement, est en train de dire? Oui, Glickenhaus, très pro, pas du tout amateur et finalement très performant. Alors, juste pour rebondir sur Bicoles, déjà, c'est vrai que alors c'est très très facile de critiquer de l'extérieur. On lit énormément de choses sur le projet et notamment que la question principale c'était de savoir à quelle heure est-ce que la voiture allait prendre feu. Donc voilà, il faut raison garder, il faut respecter tous ces projets qui sont montés par des passionnés, parce que c'est aussi ces gens-là qui font vivre et qui font le sel du sport auto, qui font vivre un paquet de gens aussi de sport auto, de fournisseurs, de salariés, de mécanos, de freelance et autres. Donc voilà, je tiens à les remercier, à le souligner un petit peu parce qu'on a tendance à trop vite taper dessus sans voir ce qu'il y a derrière et la passion que ces gens ont pour le sport auto. Et c'est comme les gentleman drivers en fait. On a tendance à leur taper dessus de manière beaucoup trop facile sans savoir ce que ça demande derrière. Alors après, pour revenir sur Glickenhaus, et notamment sur Jim Glickenhaus, le propriétaire fondateur de l'écurie. Effectivement, j'ai eu l'occasion de le rencontrer dans la semaine. Un mec vraiment génial, un passionné qui prend le temps de discuter avec des gens alors que tu ne le connais pas ni en blanc ni en noir. Il prend le temps de discuter, il donne ses objectifs, il explique un petit peu quelle est sa démarche. Vraiment, il m'a vraiment impressionné de prime abord pendant la semaine. Et puis après, donc quand j'ai eu la chance effectivement d'être intégré dans l'équipe pour la course des 24 heures, je vais un tout petit peu nuancer tes propos, LFB, parce que certes, c'est une équipe qui est extrêmement professionnelle, qui est en train de se monter petit à petit, qui est un peu un mix entre une équipe basée en Italie et le team Jost, qui faisait rouler les Porsche, je crois, précédemment. Donc tout ça est en train de se mettre en place, en fait. Donc il y a encore des automatismes à trouver. On l'avait vu sur Portimao pendant les arrêts au stand, quand il y avait des pièces à changer, c'était un petit peu le bazar dans le box, les gens se croisaient de manière un petit peu aléatoire et c'était pas forcément le plus efficace. Donc là, pendant la semaine du Mans, ça a été une semaine qui a été extrêmement chargée pour eux. Moi, je suis arrivé le samedi matin
en ayant galéré pendant toute la semaine à avoir des rendez-vous et des petites vingtaines de minutes avec les responsables de l'ingénierie avec qui je devais discuter. Et la semaine a été extrêmement chargée pour eux. Je pense qu'en une semaine, ils ont autant appris que sur les 12 derniers mois quasiment. Et par contre, oui, ce sont des gens qui sont extrêmement professionnels, qui savent de quoi ils parlent, qui sont experts dans leur domaine, mais il faut encore que tout le monde arrive à trouver sa place. Et une fois que les automatismes seront pris, je pense que ça peut donner des choses intéressantes. Ça peut vraiment donner des choses intéressantes pour un peu que cette équivalence de technologie, elle puisse permettre de mettre en avant la voiture, la motorisation qui est extrêmement performante des Français de Pipo, basés à Valence. Je pense que pas mal de gens les connaissent. Un moteur qui s'est montré fiable dès le départ, alors qu'ils n'avaient pas forcément d'expérience sur des courses de 24 heures. Le châssis également qui malgré ce qui a pu être dit sur internet, parce que vu qu'ils jouent la carte de la transparence, qui montre absolument tout, qui donne quasiment les plans de leurs pièces, beaucoup de personnes, de ce que j'avais lu, critiquaient un petit peu la conception, la robustesse de la voiture et autres. On s'est rendu compte qu'au final, même avec des chocs un petit peu ça et là, et notamment au départ avec la Toyota numéro 8, elle a tenu le coup. Elle a tenu le coup, elle a tenu le choc. Et les pilotes, certes, faisaient aussi en sorte d'éviter de trop monter sur les vibreurs, étaient plutôt soft avec la voiture, puisque l'objectif, c'était clairement de ramener au moins une des voitures à l'arrivée. Alors, ramener les 2 voitures à l'arrivée, et en plus, 4 et 5, qui, vu ce qui s'est passé devant, au final, étaient les 2 places qui leur étaient attribuées, on va dire, si tout se passait comme prévu. Je vous laisse imaginer la joie dans l'équipe à l'arrivée, quoi. C'était vraiment objectif rempli. Et puis voilà, les discussions à la fin de la course, c'était qu'est-ce qu'on fait pour l'année prochaine, comment est-ce qu'on met en place, comment est-ce qu'on continue de progresser. Donc c'est clairement un projet qui est bel et bien lancé, qui va continuer, même si c'est pas certain, et je crois que ça a même été annoncé il y a pas très longtemps qu'il ne serait pas à Bahreïn finalement, parce qu'en termes logistiques, et c'est très très compliqué d'aller à Bahreïn pour des courses qui en plus vont s'enchaîner sur 2 semaines consécutives. Donc, étant donné que voilà, ils ont des pièces qui sont en nombre limité, si t'arrive quelque chose sur la première semaine, il est possible que sur la deuxième, tu n'aies pas le temps de tout réapprovisionner ou réparer. Donc hâte de les revoir peut-être plutôt sur 2022, et je pense que ça va faire de gros progrès, parce qu'ils ont aussi les pilotes qui sont des acharnés et des experts du développement. Donc je pense que s'ils les gardent, ça peut être intéressant. Justement, tiens, tu nous fais une transition sur 2023. 2023, on peut nommer ça le choc des titans, messieurs. On a tous les gros constructeurs qui se sont donné rendez-vous déjà en WEC, mais encore plus, qui plus est, 24 heures du Mans. Ah oui, non, là, c'est vrai que ce qui se prépare, c'est hallucinant. Alors, c'est vrai que moi, le seul petit doute là que j'aurais envie d'émettre en ce mois de septembre 2021, par rapport à un mois de juin 2023, parce qu'on imagine qu'on sera bien au mois de juin pour les 24 heures du Mans 2023, c'est justement ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est le degré de préparation. Parce que c'est bien beau de savoir que oui, il y aura Toyota, il y aura Peugeot, il y aura Audi, il y aura Porsche, il y aura Ferrari. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Oui, j'oublie quelqu'un. BMW, on ne sait pas encore, mais on en parle. Acura, tu auras Acura. Acura, oui. BM, c'est acté. Oui, BM, c'est 2024. BM, c'est pour ça, j'ai un doute. C'est pour ça que voilà. Bon. On aura peut-être Alpine aussi en LMDH. Oui. Non, mais bon, le casting, on le sait, va être fabuleux. OK. Et tout le monde, c'est incroyable, parce qu'honnêtement, il y a encore quelques mois,
allez, on va dire 1 an, pas plus, mais on savait bien qu'il y avait un centenaire, qui est d'ailleurs un faux centenaire, enfin c'est un centenaire en date, c'est pas un centenaire en édition. Exact. En fait, Le Mans se prépare 2 centenaires. Il y aura bien un centenaire en 2023 et 8 ans plus tard, 9 ans plus tard, il y aura un centenaire en édition. Donc ça va être très bien. Mais honnêtement, enfin, même si, oui, il y avait une fibre comme ça, d'un chiffre rond, d'un cap un peu à passer, d'un anniversaire. Moi, je m'étais par exemple rendu personnellement à la 100e édition d'Indianapolis. Je me suis payé le voyage, je me suis payé un hôtel. Bon, j'ai passé toute la course dans le stand de Simon Pagenaud, il n'y a pas de problème, mais le fait est que je me le suis payé, je me le suis offert parce que il n'y avait pas de couverture médiatique quand même française, donc je l'ai fait. Donc ça veut bien dire qu'effectivement, je suis le premier à vous dire que être sensible à un 100e anniversaire, ça, je sais de quoi ça parle. Bon, donc Le Mans, c'est incroyable quand même que tout le monde veut jouer le jeu aussi. Et ça, j'avoue que quand même, c'était peut-être pas écrit à ce point-là que tout le monde voudrait faire Le Mans 2023. Mais par rapport à ce que disait Guillaume tout à l'heure, et moi, c'est ça, à l'arrière, donc, je reprends ma petite philosophie qui m'inquiète, c'est, bah oui, mais bon, j'ai pas compris que tous ces constructeurs allaient venir en 2022, effectivement. Bon. Donc, en 2023, ils arrivent, mais ils seront dans quel état de forme, en fait, tout de suite pour jouer la victoire ou hélas, encore un peu dans un mode, on arrive. Voilà, c'est ça que je m'interroge un petit peu là-dessus. Je pense que le championnat WEC, les 3 premières courses de WEC vont être préparatoires aux 24 heures du Mans. On a vu Lipinos qui l'a fait à Monza. Hein, Ils ont fait un step phénoménal par rapport à ce qu'on a vu au Mans. Oui, ça c'est sûr, il faudra absolument se préparer. Ça, par le WEC. Tiens, LFB, on parle du choc des titans, donc 2023, c'est l'arrivée tambour battant de tous les gros constructeurs. Est-ce qu'on va pouvoir avoir une nouvelle couverture médiatique pour ces courses d'endurance? Est-ce qu'on ne va pas avoir un petit peu l'endurance mis en lumière sur la première scène par rapport à la F1 qui tire 80% de la couverture médiatique sur elle? Écoute, je crois honnêtement que cette année, le fait que l'équipe, la chaîne L'Équipe, retransmette Le Mans, c'est quand même un progrès exceptionnel, parce que c'est quand même une chaîne hertzienne de la TNT. Guillaume, tu voulais dire quelque chose, non? Oui. Le fait qu'ils retransmettent Le Mans et tout le WEC aussi. Toutes les WEC aussi, qui sont soit en direct sur la télé, soit sur leur site internet gratuitement. Comme ils avaient pu le faire pour le rallye cross, le rallye à l'époque. Moi, je trouve qu'ils font un très très bon boulot pour rendre accessible justement le sport auto et moto, hein, notamment avec le Bolter le week-end dernier. Mais oui, vas-y. Mais c'était le fait qu'il y ait tout le championnat, c'est intéressant aussi. Bien sûr, non mais voilà, le WEC est quand même retransmis, c'est ça qu'il faut quand même se dire. Ouais. Il faut quand même la raison garder, pour reprendre un mot qui a été employé tout à l'heure. À partir du moment où l'ogre F1 effectivement règne, et encore, je me permets de dire que je rappelle que la F1 règne sur une chaîne payante. Voilà, c'est pas non plus. Et quand bien même tout le monde se satisfait de cette retransmission qui est super pro et qui est fabuleuse, qu'on le veuille ou non, dans le meilleur des cas, ils ont 1,5 million de personnes qui regardent un Grand Prix, là où TF1, même pour un Grand Prix chiant où il ne se passe rien, il y avait 4,5 millions. Bon, voilà, mais bon, ok. Donc, le fait que les 24 heures du Mans soient une épreuve quand même qui est très bien identifiée en France, qui est connue, ce week-end-là de 24 heures du Mans, tous les gens se disent « Tiens, il y a les 24 heures du Mans, je vais peut-être regarder un petit peu quand même. » Bon. Donc, Eurosport a un contrat effectivement pour les chaînes dites câbles et satellites. Bon, très bien, et il faut une couverture quasi intégrale. Bon, il n'y a rien à dire, hein, je crois que là, c'est super. Et maintenant, le fait que la chaîne L'Équipe arrive et propose une retransmission au total de 18 heures, si j'ai bien vu et compris, c'est quand même fabuleux. Et à partir du moment où c'est une chaîne de la TNT, je crois honnêtement qu'il faut s'en contenter en disant même merci et bravo, parce que soit j'ai travaillé à France 2 à une époque, tout le monde le sait, on sait très bien que, d'accord, c'est France Télévisions, c'est la grande chaîne publique, mais qu'est-ce qu'on avait, les amis? On avait la première heure et la dernière heure, oui, sur France 2 ou France 3. On avait la nuit, effectivement, mais je rappelle que, c'était toujours un petit peu à l'arrache et pas toujours commenté dans de bonnes conditions. Et on avait vaguement un point dans tout le sport à 20h30 où,
Alors voilà, oui, d'accord, on avait France Télévisions qui retransmettait 24 heures du Mans pour en tout 2h30, allez 3 heures, on va dire ça comme ça, et bon, je mets la nuit à part. Là, on a la chaîne L'équipe, TNT, on a bien vu qu'il y avait du monde mobilisé. J'ai trouvé les interlocutrices dans les stands, là, je me permets de le dire d'autant plus facilement que je ne les connais pas du tout, ces journalistes femmes là qui se baladaient dans les stands, je les ai trouvées très pro, elles avaient bossé, les questions étaient plutôt pas mal, il y avait une volonté de vraiment faire découvrir un petit peu la course de l'intérieur. Honnêtement, Alban, je vois pas totalement ce qu'on peut avoir de mieux, franchement. Je te dis pas qu'en 2023, la CO serait pas en mesure de négocier un contrat un peu événementiel par rapport à une édition spéciale. Oui, que la 6 arrive à avoir comme dans les foot, il y a des lots en foot. Tu signes pour le premier lot, c'est le match vedette le dimanche soir, le deuxième lot, c'est le match du vendredi soir, le troisième lot, c'est les autres matchs. Bon, je te dis pas que la CO pourrait pas négocier un premier lot, c'est le départ et l'arrivée en direct, le deuxième lot, c'est la nuit en direct et que tout le monde ait sa part du gâteau. Mais moi, honnêtement, là, ça me semble vraiment déjà pas mal. Oui, tout à fait. Peut-être qu'on verra le retour sur France 2, sur France Télévisions, pardon. Oui, peut-être, effectivement. Faire un one-shot sur 2023. Oui. Alors, c'est vrai qu'en Australie, parce que vous savez que je connais bien ce pays et le Supercars, j'ai souvent considéré que les 1000 km de Bathurst, l'épreuve phare, c'est l'équivalent des 24 heures du Mans en Australie. D'abord parce que c'est une course d'endurance, parce que c'est la plus grande course d'endurance de l'année, que chez eux, c'est un peu culturel. Parce que chez nous, les 24 heures du Mans, c'est culturel. On sait que ça existe depuis des décennies. On sait que c'est une course légendaire, connue dans le monde entier. Et comme je vous disais, même à mon époque, quand j'étais plus jeune, ma grand-mère me disait « Tiens, il y a eu les 24 heures du Mans ce week-end. » Voilà, le grand public a bien perception qu'il y a une course un peu exceptionnelle ce week-end-là. Ah oui, c'est les 24 heures du Mans et on a tous quelques images du passé en tête. Bon, alors les 1000 km de Bathurst en Australie, c'est retransmis effectivement à la télévision australienne, c'est l'équivalent d'M6, si vous voulez. Donc effectivement, en Australie, c'est pas les deux premières chaînes, mais c'est quand même la troisième chaîne publique, nationale, qui retransmet la course en intégralité. Effectivement, la seule différence, c'est que, alors je me permets de vous le dire, en Australie, vous avez des pubs toutes les 7 minutes, hein, c'est à l'américaine. Et ça, c'est pas simple, hein, parce que là, l'équipe, on peut aussi leur dire pas mal, parce qu'il y a eu beaucoup moins de pages de pub qu'on le pensait. Et quelque part, il y avait une vraie continuité, j'ai trouvé. Donc, j'ai tendance à dire que le bilan est quand même très positif. Ok. Très bien, merci. Alors, Guillaume et Laurent Frédéric, vous venez de parler de l'évolution, notamment du WEC avec ces LMH qui sont arrivés cette année. Peugeot l'année prochaine, on l'espère tous bien sûr, mais normalement c'est programmé. Et l'ACO a annoncé pendant ces 24 heures du Mans justement, alors ça mijotait depuis quelques temps, notamment avec le patron de Porsche qui avait pris la parole en disant que le GTE pour le coup, le GT donc GTE et GTE AM et Pro allait rester longtemps. Puis finalement, alors tout dépend ce qu'on entend par longtemps, puisqu'en 2024, le GT3, donc la réglementation SRO, qui est maintenant répandue quasiment partout dans le monde, arrive au Mans. Et je voulais avoir au Mans et en WEC, bien sûr. Je voulais avoir vos avis, Laurent Frédéric et Guillaume. Alors toi, je sais que tu as participé de très très près aux 24 heures de Spa, puisque tu étais chez KCMG, mon cher Guillaume. Et puis tu cites ça aussi de très près, Laurent Frédéric. Pour vous, tout simplement, est-ce que c'est une bonne chose que le GT3 arrive au Mans? Est-ce que c'est une suite logique? Est-ce une très belle réussite du SRO? Voilà, comment vous voyez les choses?